AgFM. Et sur AgFM, on accueille le groupe astronomique de Carqueville, Fréquence Astro. C'est notre rendez-vous pour apprendre à observer le ciel nocturne. Et en ce mois d'avril, c'est une période idéale pour partir à la découverte des galaxies. Pour nous guider, nous sommes avec Dominique Boust, le président du GAC. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler des galaxies, on commence comme souvent par ce qu'on voit le plus facilement dans le ciel. Il s'agit de la Lune. Oui, la Lune, elle est très haute dans le ciel de printemps. Elle est très haute aussi au moment du premier quartier, c'est-à-dire une période de la lunaison où son relief est particulièrement spectaculaire à découvrir. Et puis aussi, on peut s'amuser à la rechercher sous forme d'un très fin croissant, juste après le coucher du soleil, le 18 et le 19 avril. Donc juste au-dessus de l'endroit où se couche le soleil, on va rechercher ce très fin croissant lunaire. Et puis il faudra éviter, s'agissant d'observer les étoiles, le début de mois d'avril et puis le début du mois de mai, parce qu'on sera en période de pleine lune, et donc la lune illuminera de mille feux la sphère céleste de nuit. Donc ça c'est pour la Lune. Côté planète, il y a deux astres brillants qui attirent l'attention en ce moment. Oui, bien brillants, parce que si on fait abstraction de la Lune et du Soleil, ce sont les deux astres les plus brillants du ciel. Ce ne sont pas des étoiles, ce sont des planètes. D'abord Vénus, alors toujours à rechercher au-dessus de l'horizon ouest, après le coucher du Soleil. Là on peut pas la manquer, parce que c'est la première à apparaître avant les premières étoiles. Donc si on voit un objet brillant au-dessus de l'horizon ouest et qu'il n'y a même pas d'étoiles visibles dans le ciel à ce moment-là, on est sûr que c'est la planète Vénus. D'ailleurs, elle commence à se coucher un petit peu tard, vers 23h15, c'est-à-dire à peu près 2 heures après le coucher du soleil. Donc ça laisse largement le temps de la repérer. D'ailleurs, on l'appelle aussi l'étoile du berger. C'est pas du tout une étoile, c'est une planète. Elle est vraiment facile à observer à l'œil nu ou avec une paire de jumelles. D'ailleurs, on a longtemps cru que cette Vénus était la sœur de la Terre. Il y a vraiment que la taille qui peut les rapprocher, parce que quand on y regarde d'un peu plus près, Vénus, c'est une planète particulièrement inhospitalière, à la surface de laquelle règnent des conditions dantesques, 400 degrés et 100 bars, c'est-à-dire 100 fois notre atmosphère. Peut-être l'occasion de parler de Vénus dans une autre chronique. Triste planète à la surface de laquelle on ne pourrait même pas voir ni le soleil ni les étoiles. Donc ça c'est pour Vénus et pour Jupiter? Eh bien Jupiter reste encore très haut dans le ciel pendant toute la première moitié de la nuit. Elle est dans la constellation des Gémeaux, elle est toujours très très brillante et plus brillante que les étoiles qui l'environnent, donc facile à repérer de ce point de vue. Elle sera d'ailleurs voisine de la Lune le 22 avril. Alors avec une petite lunette ou même une bonne paire de jumelles bien fixées sur un pied, on peut s'amuser à repérer ces 4 plus gros satellites qu'on appelle satellites galiléens, parce qu'ils ont été découverts par Galilée en 1610. Et puis tous ces satellites tournent entre quelques jours et quelques semaines autour de la planète. Ça fait un très joli ballet qui répète des occultations, des éclipses, des choses assez spectaculaires et sympathiques à voir avec un petit instrument. Alors on poursuit notre observation du ciel d'avril et cette fois on va regarder vers l'est à présent 2 nouvelles constellations. Il y a du nouveau, parce que au fur et à mesure que le Soleil progresse dans sa course apparente autour de la sphère céleste, il laisse voir de nouvelles constellations, et en particulier dans la partie est du ciel, on va pouvoir commencer à repérer de nouvelles constellations, de nouvelles étoiles. Donc, par exemple, si on regarde vers 22 heures, ça sera le début de la nuit, plein sud, à peu près à 50 degrés de hauteur, on tombe sur une étoile brillante, c'est Régulus. C'est l'étoile principale de la constellation du Lion. Elle est située à 80 années-lumière du Soleil et elle est 4 fois plus grosse que le Soleil et elle est plus de 300 fois plus brillante que notre Soleil. C'est une étoile relativement jeune, c'est pour ça qu'elle est très brillante, à peine âgée d'1 milliard d'années, ce qui n'est rien du tout à l'échelle de l'univers, à l'échelle cosmique. Et puis à peu près, pendant qu'on est dans le secteur, entre à peu près Jupiter, les Gémeaux si on veut, et l'étoile Régulus, on va pouvoir rechercher à l'œil nu ou avec une paire de jumelles un joli amas d'étoiles qu'on appelle la crèche, et qui compte à peu près 10 000 étoiles, mais on en verra quelques centaines dans une paire de jumelles, dans une petite lunette. Et son diamètre apparent est assez grand, puisqu'il est un peu plus grand que celui de la Lune. Et on poursuit notre cheminement vers le sud-est. On glisse encore vers le sud-est et on trouve une autre étoile brillante qui est Spica, ou qu'on appelle aussi l'Épi. Il est dans la constellation de la Vierge. Alors c'est une étoile, alors là vraiment toute jeune, on estime son âge à 12 millions d'années. Elle vient juste de s'allumer. Et il se trouve qu'il y a à la fois dans le Lion et dans la Vierge de nombreuses galaxies. Ce sont des galaxies qui, malheureusement, seules les plus brillantes d'entre elles pourront être vues avec un petit télescope. Elles apparaissent dans le meilleur des cas comme des petites taches floues.
Donc c'est difficile de conseiller au grand public d'observer les galaxies de la Vierge et du Lion, mais ça peut nous donner l'occasion de parler de ces objets qui sont assez particuliers et dont on a compris qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'elles sont très 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 loin. Justement, on va parler de ces galaxies puisque le printemps c'est, on dit, une saison propice à leur observation, même si pendant longtemps on pensait que notre galaxie était la seule. Oui, en fait, jusqu'au début du XXe siècle, on a cru que notre galaxie, qu'on appelle la galaxie d'ailleurs avec un grand G, eh bien c'était tout l'univers qu'on connaissait, il n'y avait pas autre chose. Alors on voyait bien ici ou là des nébuleuses, des taches floues, mais on était incapable de mesurer leur distance. Donc on n'avait pas été capable d'arpenter l'univers comme on le fait de nos jours. Et en fait, notre galaxie, c'était déjà très grand, elle fait 10 000 années-lumière de diamètre, 10 000 fois que multiplie 10 000 milliards de kilomètres. Objet gigantesque. Ça veut dire que la lumière met 100 000 ans à parcourir le diamètre de notre galaxie à la vitesse de 300 000 km par seconde. Et puis, notre galaxie, elle est aussi extrêmement riche en étoiles, puisque il y a à peu près 200 milliards d'étoiles dans ce grand disque renflé au centre. Et c'est d'ailleurs ce grand disque d'étoiles qui, vu de l'intérieur, puisqu'on est dedans, évidemment, de notre galaxie, parcourt le ciel d'été, qu'on appelle aussi la Voie lactée. Donc ça, c'est pour notre galaxie. On revient à présent sur les galaxies plus lointaines. Ah oui, alors maintenant, on le sait qu'elles sont lointaines. Mais au début du XXe, encore une fois, on n'avait pas la moindre idée de la distance de ces galaxies, de ces petites taches floues. Et on ne savait pas non plus comment on allait s'y prendre pour mesurer ces distances gigantesques, dont on ne savait pas qu'elles étaient gigantesques à l'époque. Alors en fait, l'histoire commence en 1908 avec une femme, elle s'appelle Henrietta Leavitt, et elle découvre que certaines étoiles ont des variations, ça c'est assez classique, mais que cette période de variation d'éclat, eh bien, elle est dépendante de leur luminosité intrinsèque. C'est-à-dire que plus l'étoile brille fort, plus sa période de variation d'éclat est longue. Ah ben c'est génial ça, parce que on a le moyen, juste en regardant la fluctuation de l'éclat, de déterminer l'éclat réel de l'objet. Ça veut dire que si je connais l'éclat réel de l'objet et son éclat apparent, tel que je vois dans le télescope, intuitivement, on voit bien qu'on va pouvoir déterminer sa distance. Si je vois un phare de voiture, que je connais l'éclat d'un phare de voiture et que je le vois comme une petite luciole ou comme je le vois comme un gros spot, je sais que la voiture va m'arriver dessus dans le deuxième cas, ça c'est sûr. Donc on a là le moyen de calculer la distance des objets lointains. Alors c'est bien joli ça, mais encore fallait-il trouver des étoiles de ce type-là dans des galaxies, dans ce qu'on n'imaginait pas encore être d'autres galaxies comme la nôtre. Et ben en fait, c'est Edwin Hubble qui va réaliser cet exploit. Edwin Hubble, d'abord il a donné son nom au télescope spatial de Hubble, et puis vers 1923, il vient de prendre son poste à l'observatoire du Mont Wilson, et il a la chance d'y trouver le plus grand télescope de l'époque, qui vient juste de rentrer en service, et qui fait 2,50 m de diamètre. Et Hubble, grâce à ce télescope-là, va pouvoir réussir à détecter ces fameuses étoiles, dont j'ai pas encore donné le nom, qu'on appelle les céphéides, dans un certain nombre de galaxies, dont la galaxie d'Andromède, mais c'est pas la seule. Et il va évidemment mesurer leur période, donc déterminer leur éclat intrinsèque et comparer à l'éclat qu'il voit dans le télescope. Un petit calcul simple donne la distance. Et là, le résultat tombe, absolument incroyable. La distance de ces petites taches floues, c'est pas des milliers d'années-lumière, on aurait pu s'y attendre si c'était des objets galactiques, mais elles se comptent en millions d'années-lumière. Donc d'un seul, Hubble vient d'accroître la dimension de l'univers, accessible à nos télescopes, de quelques dizaines de milliers d'années-lumière à plusieurs millions d'années-lumière. Actuellement, par comparaison avec les plus grands télescopes, on sonde l'univers jusqu'à des distances de plus de 10 milliards d'années-lumière. Mais c'était un saut absolument énorme. C'était une immense première que de réussir à comprendre la véritable nature de ces galaxies. Eh bien, merci encore une fois Dominique Bousse, donc président du GAC. D'ailleurs, en conclusion, les prochains événements en lien avec le groupe astronomique de Carqueville, c'est quoi ? Eh bien, nous vous donnons rendez-vous le 16 avril à 18h30 au Casar, centre culturel de Cherbourg-en-Cotentin, où je prononcerai une conférence qui s'intitule « Emmanuel Liais, un astronome dans son siècle » et au cours de laquelle je vous expliquerai en quoi Emmanuel Liais est peut-être un grand astronome injustement oublié. Pour rester informé sur l'actualité du groupe astronomique de Carqueville, on vous rappelle qu'il y a aussi un site internet, www.gac-astro.fr. Vous êtes aussi présent sur les réseaux sociaux comme Facebook notamment. On se retrouve le mois prochain, ce sera pour un nouveau rendez-vous. Au revoir. Au revoir.